À l'ordre, s'il vous plaît, bon après-midi à tout le monde. Alors, la Commission reprend ses travaux et on débute cet après-midi avec le Réseau féministe québécois. Alors, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, c'est très apprécié. Vous connaissez les règles, on est très serré dans le temps. Alors, je vous invite d'abord à vous présenter puis à débuter votre présentation, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Je me présente, Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois, et je suis accompagnée de Ghislaine Gendron, membre du Réseau féministe québécois, un organisme dont la mission est de défendre les droits des femmes selon le sexe, de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle, reproductive, identitaire, médicale, et d'intervenir dans le débat public pour rappeler une réalité simple. Les femmes sont une catégorie sexuelle réelle et leurs droits doivent être protégés collectivement. Nous sommes un groupe féministe universaliste. Nous avons l'honneur d'être ici pour discuter de ce projet de constitution et nous sommes heureuses de participer à ce moment historique pour notre nation québécoise. J'aimerais commencer en rappelant quelque chose de fondamental. Ces dernières décennies, le Québec a connu une transformation majeure pour les droits des femmes. On parle souvent de ce passé comme s'il appartenait à un autre siècle, à une époque lointaine. Mais ce n'est pas le cas. Les femmes qui ont vécu ce Québec profondément religieux, inégalitaires, où leur corps était contrôlé, sont encore vivantes aujourd'hui. Pendant des générations, la religion déterminait le rôle des femmes, leur sexualité, leur nombre d'enfants, ainsi que leur place dans la société. Cette réalité, nous l'avons quittée pour une raison, pour permettre aux femmes d'accéder à l'égalité. C'est pour cela que la laïcité a émergé comme une réponse moderne à un Québec catholique traditionnel où les femmes n'étaient pas libres. Au Québec, l'avancée des droits des femmes va de pair avec la laïcité. La transition de notre province vers la laïcité, vers l'égalité, vers le contrôle de leur propre destinée par les femmes n'est pas un accident historique. C'est un cheminement collectif. Aujourd'hui, ce projet de constitution nous offre l'occasion d'inscrire dans notre texte fondateur le fruit de ce chemin. Ce que propose le gouvernement, c'est de mettre en mots ce que les Québécois reconnaissent largement comme leur pilier. La laïcité de l'État, l'égalité entre les sexes, le français comme langue commune et un modèle d'intégration qui repose sur une culture nationale définie. Ces éléments sont déjà au cœur du consensus social. Le rapport Bouchard-Taylor l'avait montré, l'égalité homme-femme, la laïcité et le français sont les bases du vivre ensemble québécois. Ce projet de constitution, à nos yeux, vient formaliser ce consensus. Et nous croyons que pour les femmes, cette formalisation arrive au bon moment. Nous saluons l'inscription du principe d'égalité. Toutefois, nous recommandons qu'il soit formulé comme l'égalité entre les sexes plutôt qu'égalité entre les femmes et les hommes. L'expression « entre les sexes » repose sur la réalité biologique qui a structuré l'histoire des discriminations. Les lois qui ont permis aux femmes d'accéder à l'espace public, d'obtenir des congés de maternité, CPE, RQAP, retrait préventif, protection au travail, catégories sportives féminines, reconnaissent toutes que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes corps et que c'est précisément cette différence qui a fondé l'inégalité. C'est la base de la protection collective des femmes. Le RFQ considère que nommer clairement les choses protège mieux les droits des femmes. Nous souhaitons reconnaître l'effort du gouvernement d'intégrer la protection du droit à l'avortement dans la future Constitution du Québec. Comme nous l'expliquons dans notre mémoire, la jurisprudence Morgan-Tyler a certes permis de garantir l'accès à l'avortement, mais elle ne l'a jamais élevé au rang de droit fondamental. Nous avons également constaté dans d'autres pays à quel point un droit qui repose uniquement sur une interprétation judiciaire peut être remis en question très rapidement. Nous avons pris note des inquiétudes soulevées par plusieurs juristes et groupes concernant la formulation proposée. Nous ne prétendons pas avoir la réponse technique. Il revient au législateur de trouver la rédaction la plus claire et la plus sécuritaire. Notre position est simple. Le droit des femmes de disposer de leur corps doit être protégé et il doit l'être sans ambiguïté. Le RFQ défend la laïcité parce qu'elle protège les femmes en tant que groupe. Le modèle canadien fondé sur la prédominance des droits individuels place souvent la liberté de religion au-dessus de l'égalité entre les sexes. Cela crée des inégalités structurelles qui touchent les femmes de plein fouet, notamment celles issues de communautés où les normes religieuses hiérarchisent les sexes. Au Québec, l'interculturalisme offre un modèle différent. Il repose sur l'intégration à une culture commune et non sur une juxtaposition de communautés aux droits parallèles. Cette approche protège mieux l'égalité entre les sexes. Nous soutenons donc pleinement l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Sur un autre ordre d'idée, nous proposons également l'ajout du droit à la dignité et du droit à l'intégrité dans la Constitution.
Ces principes sont la base moderne des constitutions contemporaines, notamment en Europe. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que ce sont ces principes qui permettent de lutter efficacement contre l'exploitation sexuelle et la prostitution, les dérives des grossesses pour autrui et la marchandisation du corps des femmes, et certaines pratiques médicales qui ne respectent pas le consentement libre et éclairé. Ce droit collectif à la dignité serait une avancée majeure pour la protection des femmes au Québec. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui est délicat mais incontournable. Notre organisme documente les financements fédéraux accordés au Québec. Financements qui servent ensuite à contester le modèle québécois et parfois même ce projet de constitution. Nous avons conçu un dossier de plus d'une centaine de programmes financés par Ottawa qui ont des impacts directs sur les droits des femmes et sur les choix collectifs du Québec. Parmi ces exemples, citons les poursuites financées par Ottawa contre la Loi 21 sur la laïcité de l'État, les programmes fédéraux du ministère Femmes et Égalité des genres qui exigent explicitement l'adhésion à la grille d'analyse intersectionnelle comme condition d'accès au financement. Dans presque tous les cas, Ottawa finance des organismes qui s'attaquent à des choix fondamentaux du Québec. La laïcité, la protection des femmes, le droit civil et la sécurité publique. Ce n'est pas anodin. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la recommandation d'un droit de retrait avec pleine compensation pour éviter que des fonds publics fédéraux servent à affaiblir les fondements d'une constitution québécoise. Après avoir rappelé ce parcours historique et expliqué pourquoi l'égalité, la laïcité et la dignité sont essentielles, il faut maintenant nommer clairement ce qui nous inquiète. Plusieurs organisations féministes et communautaires demandent le retrait de l'égalité homme-femme et de la laïcité du projet de constitution. Pour nous, c'est totalement incompréhensible. Ce sont précisément ces deux piliers, l'égalité et la laïcité, qui ont permis aux femmes de se libérer du contrôle religieux, d'accéder au marché du travail et de faire des choix reproductifs, de sortir de la dépendance. Retirer ces fondements, ce serait trahir l'histoire des femmes du Québec. Ce serait livrer notre cadre juridique à des pressions idéologiques qui ne reflètent pas le consensus québécois. Le Réseau féministe québécois est favorable au projet de constitution dans son ensemble. Nous croyons que ce texte fondateur peut offrir une base solide pour protéger les droits collectifs des femmes. Nous souhaitons que cette constitution soit assez forte pour traverser les générations et assez claire pour protéger les femmes, quelles que soient les pressions politiques du moment. Merci. Merci beaucoup, Mme Houle. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mme Houle, Mme Gendron, bonjour. Merci beaucoup d'être en commission parlementaire pour présenter le mémoire du Réseau féministe québécois. D'entrée de jeu, je voudrais aborder un des sujets qui a fait le plus parler dans la Constitution, puis vous l'avez abordé vous-même, c'est l'article 29. L'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Vous avez dit, écoutez, nous, par rapport à la formulation des termes, on n'est pas juriste. Par contre, vous êtes en accord avec l'objectif de l'inscrire dans la Constitution. Oui, bien en fait, nous, lorsqu'on a lu l'article 29, on s'est vraiment posé la question, puis on a consulté tous nos membres ainsi que plusieurs spécialistes sur l'avortement. Ce qu'on a constaté parmi notre enquête, c'est qu'il n'y avait pas de réponse claire. D'un côté, on dit que les jurisprudences, c'est suffisant pour protéger, mais de l'autre côté, des femmes qui étaient en faveur de ne jamais encadrer ou légaliser ou inscrire nulle part le droit à l'avortement ont changé d'opinion en fonction de ce qui se passait dans les autres pays. T'sais, on pourrait nommer les États-Unis, par exemple, où les jurisprudences ont été attaquées en justice, puis finalement, c'est les États qui doivent eux-mêmes décider de faire ce qu'ils veulent. Donc, nous, c'était difficile pour nous de nous positionner parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire. Cependant, nous, ce qu'on propose dans notre mémoire, on parle de l'ajout de la dignité et de l'intégrité dans la Constitution. Donc, par défaut, bien, le droit à l'avortement peut entrer dans l'intégrité du corps de la femme et de la dignité. Donc, on ne sait pas, ça pourrait être comme une façon de faire une espèce de compromis, de l'inscrire dans la Constitution sans forcément nommer l'avortement, mais l'inclure dans le principe de dignité qu'on peut retrouver dans d'autres constitutions européennes. Je comprends dans votre mémoire aussi, vous faites référence à certains autres pays où il y a eu des renversements jurisprudentiels, comme la Pologne, le Venezuela, les États-Unis. Donc, je comprends qu'il y a une crainte de la part de vos membres à l'effet que ce droit-là puisse reculer parce qu'il est uniquement protégé par la jurisprudence au Canada, comme c'est le cas aux États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de garantie d'un côté puis de l'autre que tout va être protégé à 100 des jurisprudences, oui, ça se fait renverser, c'est une possibilité. Au Canada, on est convaincu que ça n'arrivera pas, mais ça pourrait arriver.
On voit la montée des groupes pro-vie qui mettent énormément de pression. Puis, de nous, de notre côté, on travaille aussi sur les dossiers de grossesse pour autrui. Puis ce qu'on constate, c'est que plus ça avance, il y a des choses qui bougent et quand on regarde dans d'autres pays, comme aux États-Unis, des femmes qui se font avorter parce qu'elles ne veulent plus être mères porteuses, ça l'arrive. On ne serait pas étonnés, nous, de voir des clients de GPA poursuivre la mère porteuse parce qu'ils considèrent que le fœtus, c'est leur produit à eux. T'sais, on ne va pas forcément le considérer comme un humain, mais comme un produit parce qu'ils ont acheté un embryon ou qu'ils l'ont fait faire, ils ont acheté le matériel génétique ou c'est leur matériel génétique dans le corps d'une autre personne. Donc, ça va arriver un jour, les contestations, c'est sûr. Donc, il faut trouver une façon qui fait du sens de protéger l'avortement, que ce soit au Québec. Si on peut vous alerter là-dessus, nous, on s'est dit que si on avait une phrase ou un principe plutôt qui ne nommerait pas nécessairement l'avortement, mais qui engloberait le droit à se faire avorter ou à ne pas se faire avorter, comme on voit quelquefois dans les contrats de grossesse pour autrui, où on exige dans les contrats des réductions embryonnaires, comme on a fait aux États-Unis, et des femmes s'opposaient à ça. Donc, nous, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, il faudrait avoir un principe qui dirait toute personne est souveraine de son propre corps et puis ancrer ce droit-là dans l'intégrité physique, au consentement des soins et ne jamais... ce principe-là respecterait que toute intervention biologique ne pourrait pas être imposée à une femme. Fait que votre préoccupation première, c'est le respect complet et intégral de la liberté de choix des femmes. De la dignité physique et de son intégrité physique, de sa dignité et de son intégrité, ce qui comprendrait le droit à ne pas se faire avorter et inclurait aussi le droit à l'avortement. C'est elle qui décide. C'est ça. Voilà. Dans le fond, c'est la liberté de choix. Il y a juste les femmes qui choisissent pour elles-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui doit se mêler de ça ou imposer des restrictions. Voilà. OK. Sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ça, je veux vous entendre là-dessus parce que vous dites vous devriez pas écrire entre les femmes et les hommes, mais vous devriez dire l'égalité entre les sexes. Si vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là, puis à quel point c'est important dans la société québécoise, ça, l'égalité entre les femmes et les hommes? En fait, pour commencer sur l'égalité entre les sexes plutôt que l'égalité entre les femmes et les hommes, si on ferait un tour de table en date du 4 décembre 2025, je suis sûre que c'est pas tout le monde qui a la même définition même de ce que c'est qu'une femme. On l'a vu dans les dernières années. Une femme, pour certains, c'est un ressenti. D'autres, c'est une réalité biologique. Pour nous, une femme, c'est la femelle adulte de l'être humain. Donc, pour nous, c'est important, surtout avec toutes les législations qui ont passé, de définir clairement ce que c'est. On l'a vu, par exemple, dans le cas de Mohamed El Balouz, le prisonnier qui a assassiné sa femme et ses enfants, qui a décidé de changer d'identité de jour pendant le processus juridique, puis qui exigeait d'être dans une prison pour femmes. Juste définir ce que c'est clairement qu'une femme, je pense que ce cas-là l'illustrait parfaitement. Ça l'a créé un tollé au Québec. Là. Tout le monde s'est révolté comme ça. Comment on peut changer aussi facilement? Bien, c'est ça. Quand on n'a pas de définition claire de ce que c'est qu'un homme et une femme, ça donne des situations comme ça. Puis pour nous, c'est pour ça que c'est important de clairement le définir. Puis dans une constitution, à notre avis, c'est l'endroit pour le mettre, là, que nous, ce qu'on est, c'est l'égalité entre les sexes et pas juste un concept flou de femmes et hommes qui n'est pas clairement défini. OK. Vous avez abordé un peu tout à l'heure le modèle d'intégration qu'on a au Québec. On a adopté une loi sur l'intégration nationale. Puis là, je vais vous demander comment est-ce que ce modèle-là d'intégration protège davantage l'égalité entre les hommes et les femmes ou entre les sexes que le multiculturalisme canadien? En fait, le modèle que nous avons versus le modèle canadien, nous, on adhère au fait qu'il y a une culture québécoise, puis les gens adhèrent à ça. Nous, dans nos valeurs fondamentales, on a l'égalité homme-femme. Donc, on ne va pas traiter forcément, femme telle, elle est de telle communauté, de tel groupe. Donc, on va s'adapter à tout ce qu'elle représente de diversité pour faire des droits sur mesure pour elle, pour adapter nos lois en fonction d'elle. Si je pourrais vous nommer un cas là, qui l'illustre quand même assez bien, qui n'est pas forcément au Québec, mais qui est quand même canadien, Yasmine Mohamed,
qui est qui est maintenant une militante féministe. C'est une jeune fille, une jeune femme qui a été mariée tu peux-tu c'est Oui, alors elle était mariée, elle avait été mariée de force là, à une personne de sa communauté. Elle était originaire d'Égypte et puis elle avait fait des plaintes parce que à un tribunal de la jeunesse en Colombie-Britannique. Et puis, parce qu'elle avait subi des lésions corporelles dans le cadre de sa famille. Et puis, le juge avait répondu que ça faisait partie de la culture, ça lui avait été répondu que ça faisait partie de sa culture. Alors, le fait c'est comme pour nous, c'est comme de donner deux sortes de droits ou trois sortes de droits. Il y a eu des cas aussi avec des Autochtones qui n'ont pas été, où les tribunaux ont fait des décisions différentes en respectant une culture qui était différente. Puis, alors pour nous, c'est comme avoir des droits différents. Et c'est très souvent, c'est les femmes et les enfants qui souffrent de cette, comment je dirais ça, de cette relativité-là des droits en fonction des cultures. Voilà. Puis ici, je préfère du pouce sur ce que Ghislaine dit. Au Québec, la façon qu'on va traiter ces cas-là, puis on l'a vu il y a quelques années, là, je pense que c'était avec une adolescente de Victoriaville qui avait été mariée de force à l'étranger puis qui était revenue ici. Dès que la DPJ a été au courant de cette situation-là, ça n'a pas été long qu'ils l'ont tout de suite retirée de la famille puis qu'ils l'ont protégée. Fait que, il n'y a pas eu un traitement parce que, bon, elle fait partie de telle communauté, c'est plus délicat. Ça n'a pas été long que tout de suite, ils l'ont retirée. Puis on a pris la peine de faire une enquête puis de placer cette jeune-là en sécurité. Fait que pour nous, c'est de cette façon-là qu'on le voit, là. Je vous remercie pour votre passage. Je vais céder la parole à ma collègue de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Il reste 1 minute. Question-réponse. Je vais faire vraiment rapidement. Donc, est-ce que je comprends, selon vous, l'égalité homme-femme, ça a préséance et ça doit avoir préséance sur la liberté de religion? Oui, c'est nécessaire. Ça permet d'offrir une chance à toutes les femmes d'avoir leur droit de respect, de leur droit d'être respectées, puis que leurs droits soient respectés. Peu importe la religion que tu as, je veux dire, moi, je veux que toutes les femmes aient les mêmes droits que moi, peu importe leur communauté culturelle. C'est important, c'est nécessaire. Je crois que oui, c'est ça. J'ajouterais que toutes les religions, les livres, ce qu'on appelle les livres sacrés, viennent d'une époque très lointaine où les femmes étaient à peine plus valorisées que du bétail. Donc, il n'y a pas que ça dans les religions, c'est pas essentiellement ça, bien sûr, mais ça vient quand même de là. Donc, les religions étant par elles-mêmes patriarcales, eh bien, déjà, il y a une inégalité qui est véhiculée par les interprétations de ces religions-là qui sont dans un autre contexte historique. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour, Mesdames Hull et Gendron. Heureux que vous soyez là. Merci pour votre mémoire. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu, à la page 13 dans votre mémoire, vous parlez de l'action parlementaire et le financement d'organisations par les gouvernements. Et vous craignez, enfin, je vous cite, « Il nous paraît donc déraisonnable de vouloir museler inutilement les organisations tirant une partie de leur revenu de l'État, tel que le suggère le projet de loi actuel. Cela contreviendrait aux règles de base de notre démocratie. » Et j'aimerais vous entendre davantage là-dessus. Quelles sont vos craintes, etc. Donc, si vous pouviez nous en dire plus, j'apprécierais grandement. Oui, certainement. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est surtout au niveau fédéral là, qu'on le voit. Nous, ça fait quand même un petit bout qu'on observe tous les projets qui sont subventionnés au Québec, notamment. Puis ce qu'on observe, c'est que souvent, c'est des projets, on en a trouvé un, ce projet de recherche, je pense que c'est une affaire comme presque $1 million qui a été donné pour démontrer que le port du voile, au Québec, les femmes étaient victimes de racisme. Donc, pour nous, on a vu toutes sortes de projets, que ce soit des initiatives, des programmes équité, diversité, inclusion. On va donner 1,5 million à un organisme pour aller donner plein de formations gratuites dans des métiers vraiment très ciblés. Fait que ça, c'est toutes des sources de financement qui sont
obtenu si on adopte la grille dans notre organisme, si on est ouvertement intersectionnel. Puis en fait, c'est même demandé là, dans les demandes de subvention. Il faut avoir la grille d'analyse intersectionnelle dans notre projet, puis il faut que ton organisme le soit. Donc, pour nous, que le gouvernement fédéral oblige les organismes à changer leur mission ou même à s'adapter ou à adopter une idéologie, ça vient un peu contrer ce qu'on fait au Québec. Là. Le secrétariat de la condition féminine ne va pas nous obliger à être intersectionnel. Nous, on est un groupe universaliste, tout le monde est admissible, peu importe ton type de féministe, ce qui n'est pas le cas avec le fédéral. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup d'argent qui sont injectés dans toutes sortes de projets qui adhèrent à la vision d'Ottawa et pas forcément à celle du Québec. On l'a vu avec les contestations pour la loi 21, c'est un peu ce même principe-là. Ottawa a financé un nombre incalculable d'organismes pour contester la loi 21, mais on est là-dedans, là. OK. Donc, quand vous dites museler inutilement les organisations tirant une partie tel que le suggère le projet de loi actuel, donc, à votre avis, le projet de loi, il y a des dispositions qui suggèrent ça? En fait, dans le projet de loi, c'est ça. Nous, on parlait surtout du fédéral dans notre mémoire, mais dans la Constitution, on parle plus des organismes québécois. Ouais. Donc, ce que l'État propose dans la Constitution, c'est que tes subventions ne puissent pas servir à contester le gouvernement. Grosso modo, c'est un peu ça. Nous, ce qu'on a observé par rapport à vraiment ici l'argent du gouvernement provincial, c'est qu'il y a énormément d'organismes communautaires que les subventions du gouvernement, ça représente 90 de leurs revenus, c'est pas 100 C'est pas tous les organismes qui sont 100 autonomes au Québec. Donc, c'est sûr que si tes subventions pour faire fonctionner ton organisme, tu peux pas faire tout ce que tu veux avec, puis que tu décides de contester. C'est un peu paradoxal. Ta mission, c'est de faire quelque chose, mais là, c'est conditionnel à beaucoup de choses. Mais en même temps, je pourrais vous donner un exemple. Là, on a vu énormément de mémoires qui ont été déposées, puis des actions qui ont été faites par des groupes, dont plusieurs groupes féministes, qui contestent l'égalité femmes-hommes dans la Constitution. Donc, c'est des organismes qui sont subventionnés. Qu'est-ce qu'on fait lorsque... Là, je vous nomme, ils sont peut-être comme 70 là, à avoir déposé des mémoires qui vont dans ce sens-là, qui contestent l'égalité entre les hommes et les femmes dans le projet de Constitution. C'est financé par Québec, mais on va contester quelque chose qui est aussi fondamental que l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, nous, c'est là qu'on se questionne. Là. Est-ce qu'on va laisser les groupes communautaires contester des principes aussi fondamentaux? Nous, c'est ça. On se dit, bon, est-ce que c'est au gouvernement peut-être de baliser davantage la façon qu'il donne des subventions? Est-ce que c'est juste pour la mission? Est-ce tout dépendant de qu'est-ce que tu as dans ta mission? Parce qu'une convention de subvention, il y a énormément de lignes, là. Quand un organisme décide de signer en bas de la feuille pour l'avoir, il doit respecter énormément de choses. Donc, est-ce que ça serait au gouvernement de décider de mettre une petite clause ou ne contestez pas l'égalité homme-femme? Ça serait à vous de voir, là. Parfait, je vous remercie. Maintenant, dans votre mémoire, vous n'abordez pas la question des femmes autochtones, si elles ont été consultées ou pas, leur place dans le projet de loi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Parce qu'on n'en a pas parlé, vous voulez dire que parce qu'on n'a pas parlé des femmes autochtones, vous demandez si ça nous inquiète? Oui, bien c'est ça. Est-ce que vous avez une position là-dessus? Est-ce que le projet de loi vous inquiète? Il ne semble pas y avoir eu de consultation auprès des femmes autochtones. Bien, nous, c'est sûr qu'on souhaite qu'il y ait une consultation, puis je pense qu'elles vont vous présenter des choses. Oui. Ben non, pas du tout. Pas du tout. En fait, nous, on est allé avec le concept femmes en général. Okay. Puis là, on est en pleine consultation. Il y a quoi? Il y a 211 organismes qui ont envoyé des mémoires. Il va y avoir peut-être plus de 300 personnes, groupes qui vont être consultés. Fait que j'imagine, en fait, de ce que j'ai vu qui commence à être déposé, il va en avoir, là. Mais on n'est pas des spécialistes de la question autochtone. Non, c'est ça, ouais. Parfait. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le député. M. le député Marie-Saint-Anne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais revenir sur la question du collègue sur le financement des organismes. Page 14, vous parlez des positions contraires au choix collectif québécois. Vous nommez lutte au racisme systémique, déni de la binarité du sexe. Je voudrais juste bien comprendre, selon vous, ce sont des choix collectifs québécois? C'est des positions collectives?
Vous parlez de... Vous nommez lutte au racisme systémique puis déni de binarité du sexe. Bien, les positions officielles du gouvernement, c'est la lutte au racisme. Il y a pas, le gouvernement n'a pas encore reconnu le racisme systémique. Puis pour la binarité, pour nous, le sexe est binaire. Donc, et vous pensez que ceux qui feraient de la promotion d'autres choses auraient des positions contraires au choix collectif québécois? C'est la position que vous soutenez, là. Ben, en fait, nous, ce qu'on nomme, c'est que il y a deux sexes. Donc, c'est sûr que si il y a des groupes qui sont financés qui vont dans le sens... Il y a une différence entre sexe et genre. On peut parler de diversité de genre puis en faire la promotion, l'expliquer aux gens. Mais on ne peut pas dire qu'il y a comme 36 sexes. Là, si jamais vous cherchez un spécialiste sur la question, vous allez rencontrer François Chapelot le 10 décembre. Il va pouvoir tout vous expliquer ça en long et en large. J'aimerais ça vous entendre aussi sur... le ministre de la Justice vous parlait d'inscrire l'avortement, de ne pas l'inscrire. Visiblement, ce qui est écrit à la page 7, c'est que ça vous divise. Oui. Vous n'êtes pas convaincu d'une des deux options. Vous n'en soutenez aucune, en fait. Bien, en fait, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux possibilités et qu'il n'y a pas de consensus. En fait, il faut voir qu'est-ce qui est le plus plausible et quelle est la meilleure façon de protéger l'avortement. Puis nous, on n'a pas été capable d'en trouver une qui était vraiment solide à 100 %, garantie qu'il n'y aura jamais de revirement sur le droit de l'avortement au Québec, là. Vous référez à Morgan Taylor 88. Depuis 88, est-ce que ce droit-là a été affaibli? Pas pour Selon le moment. vous? Pas pour le moment. Mais comme je vous dis... Oui, moi, Ben, moi, je dirais oui, ça a été un petit peu affaibli avec l'introduction de la GPA. Heureusement, on remercie d'ailleurs le ministre M. Barrette d'avoir protégé dans son projet de loi la GPA, que les femmes puissent avorter, ce qui n'est pas le cas en Ontario. Donc, si vous me parlez d'un exemple, nous avons vu des contrats de GPA en Ontario, d'agences intermédiaires, de grossesse pour autrui, dans lequel c'est bien écrit dans le contrat que les parents d'intention seront responsables. C'est eux qui vont décider si la femme doit se faire avorter ou non. Alors, ma réponse est oui. Notre réponse est oui, en fait. Ce sont des contrats qui ont été jugés légaux et valides, ça. Ah, ben là, OK. il faudrait aller à la Cour suprême. Il faut aller à la Cour suprême. Monsieur le député de Jean Talon, s'il vous plaît. Monsieur le député de Jean Talon. Oui. Nous pensons qu'elles sont inconstitutionnelles, mais elles n'ont pas été... ça n'a pas été testé. Merci. Voilà. Donc, monsieur le député Jean Talon. Merci. J'aimerais continuer sur le même sujet Oui. de la protection du droit à l'avortement, parce que vous commencez dans votre mémoire par saluer la volonté du gouvernement de l'inscrire au cœur de la Constitution, mais vous terminez en disant « Nous ne sommes pas juristes, donc nous laissons au gouvernement le soin de déterminer la meilleure façon ». Nous, vous savez, quand on va arriver à l'étude article par article, qu'on va essayer de voir bien, qui nous a dit quoi, puis qu'est-ce qu'on retient. Donc, vous, est-ce que vous n'êtes pas contre le fait que ça soit dans la Constitution, mais si ce ne l'est pas, vous vous opposez pas non plus à ça. Donc, en réalité, là, vous venez de le mentionner. Ce qu'on aimerait, c'est que ça soit plus large que simplement l'avortement, qu'on aille plus largement en disant que les femmes sont souveraines de leur corps, qu'elles ont droit à leur intégrité physique et qu'elles ont droit à leur dignité. Alors pour nous, ça protège l'avortement et ça protège aussi les femmes qui font des grossesses pour autrui et auxquelles on leur tente de leur imposer par des contrats des interventions médicales, que ce soit la réduction embryonnaire ou que ce soit l'avortement, par exemple, aussi en Ontario. Voilà. Et mon but, c'est vraiment d'éclairer Oui. là, Oui. pour nous quelle est Oui. votre posture, parce qu'il y a Oui. des groupes qui sont très, très, très fortement opposés à l'inscription Oui. dans la Constitution. Oui. Ces groupes-là, ils y voient un risque. Oui. Vous, si à la fin, c'est ça la décision, est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous trouvez qu'on a manqué une opportunité? Vous dites, ben ça nous va parce qu'on était nous-mêmes pas déterminés tant que ça sur la posture à choisir. Ben, en fait, nous, on va voir si vous ajoutez la dignité et l'intégrité des femmes. Je veux dire, si nous, on considère que si vous l'intégrez, déjà là, vous protégez d'une certaine façon l'avortement, en plus de protéger les femmes contre l'exploitation sexuelle. Juste faire cet ajout-là, ça protège les femmes d'une liste d'abus incroyable. Donc, nous, peu importe ce que vous faites avec l'article 29, nous, c'est surtout si vous faites ces ajouts-là qu'on va regarder, là. Merci. Donc, Mme Hull, Mme Gendron, merci infiniment d'avoir été avec nous. Alors, je suspends les travaux quelques instants. Merci beaucoup.